La nuit du 27 janvier 1983 demeure, pour des millions de Français, l'un des plus grands chocs émotionnels du cinéma populaire. Louis de Funès, l'acteur comique qui avait illuminé plusieurs décennies de rire, s'éteint dans la plus grande discrétion, loin des caméras, dans une petite chambre de l'hôpital de Nantes. Pour comprendre ce moment suspendu dans le temps, il faut revenir en arrière, analyser les heures précédant son décès, les derniers gestes, les derniers mots, mais aussi l'état physique et psychologique dans lequel il se trouvait. À ce moment précis, Louis de Funès n'était plus l'homme fougueux, bondissant, hyper expressif que la France adorait. Il était un homme fragile, marqué par des années d'efforts, d'épuisement artistique et de problèmes cardiaques qui le poursuivaient depuis la fin des années 1970. Depuis plusieurs années, son entourage savait que ses réserves physiques étaient limitées. On apprenait d'ailleurs, par des témoignages ultérieurs, que l'acteur souffrait d'un rétrécissement de la valve aortique, une pathologie grave qui complique le travail du cœur et nécessite, tôt ou tard, une intervention lourde. Mais Louis refusait de ralentir. Le public, pensait-il, avait besoin de lui. À chaque apparition télévisée, à chaque interview, il expliquait qu'il ne pouvait pas vivre sans faire rire. Cette phrase, aussi simple soit-elle, résumait toute sa carrière. Il se considérait au service des autres, au service de la joie collective. Pourtant, en ce mois de janvier 1983, son état s'aggrave rapidement. Il ressent des palpitations violentes, une fatigue inhabituelle, des douleurs thoraciques qu'il attribue d'abord au stress ou à l'âge. Mais sa femme, Jeanne-Augustine Barthélemy de Maupassant, qu'il appelait tendrement « Nounouche », remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle le trouve plus pâle, plus essoufflé, moins bavard. De Funès lui-même l'avoue, il dort mal, se réveille la nuit, avec cette sensation inquiétante que son cœur bat de façon irrégulière. Pourtant, il continue à lire des scénarios, à recevoir des appels, à envisager de nouveaux projets. Il parle encore de cinéma, toujours. Ce qui rend ces dernières heures particulièrement poignantes, c'est la dimension presque prophétique des signes qu'il envoie, volontairement ou non, à son entourage. Le matin du 27 janvier, il prend un petit déjeuner léger, comme toujours. Du thé, quelques biscuits. Il sourit, mais son sourire semble lointain. Il embrasse sa femme, regarde par la fenêtre du château de Clermont, dans la commune du Cellier, où il vivait depuis des années dans une tranquillité presque monastique. Ce château qu'il avait acheté en 1967 représente pour lui un lieu de refuge essentiel. Il y cultivait des roses, entretenait un grand potager et s'occupait soigneusement de ses abeilles. Car oui, le géant du rire était aussi apiculteur passionné. Le contraste entre son énergie scénique et la douceur de sa vie rurale ajoute encore une dimension dramatique à ses derniers instants. À midi, il se sent mal, très mal. Une douleur persistante dans la poitrine, une impression d'étouffement. Jeanne lui propose immédiatement de rejoindre l'hôpital. Il hésite. Encore, j'y vais trop souvent. Mais cette fois, la douleur ne passe pas. On décide alors d'appeler un médecin. Celui-ci confirme ce que Jeanne redoutait. Son état est critique. Immédiatement transféré à l'hôpital de Nantes, Louis de Funès est placé sous observation. Les infirmières le témoignent plus tard que, malgré la fatigue extrême, il restait courtois, presque gêné d'être impatient. Il avait toujours ce ton délicat, discret, humble. La fin approche pourtant, silencieuse, inexorable. La crise cardiaque survient dans la soirée. Une rupture aortique, disent les médecins. Un effondrement brutal du cœur. Il ne souffre pas longtemps. La douleur est intense mais brève. Il ferme les yeux, profondément épuisé. Quelques minutes plus tard, le cœur de Louis de Funès, ce cœur qui avait tant donné, cesse de battre. Ce moment, 20h30 environ, marque un tournant dans l'histoire culturelle française. Ce n'est pas seulement un acteur qui meurt, c'est une institution, une légende vivante, un symbole intergénérationnel. Un homme dont le visage, déformé par des mimiques éclatantes, avait déclenché des millions de fous rires. Pour certains, il représentait l'enfance, pour d'autres, un antidote intemporel à la mélancolie. Sa mort crée un choc comparable à celui de la disparition d'Édith Piaf, de Jacques Brel ou de Bourvil, son complice et ami, disparu 13 ans auparavant. Les Français ressentent immédiatement que quelque chose dans leur quotidien vient de s'éteindre. Mais ce qui bouleverse encore davantage, c'est la manière dont son entourage réagit. Jeanne est effondrée. Elle raconte dans des interviews ultérieures qu'elle avait senti ce jour-là quelque chose d'anormal. Elle savait que son mari était fragile, mais elle espérait qu'il pourrait encore tenir, encore offrir quelques années de douceur, de film, de rire. Ses enfants, Patrick et Olivier, sont prévenus rapidement.
Ils se précipitent à l'hôpital, mais l'acteur n'est déjà plus conscient. Le choc est immense. Le père aimant, le pilier de la famille, a disparu. Très vite, la nouvelle commence à se propager. D'abord localement, puis à l'échelle nationale. Les journaux du lendemain titrent « Louis de Funès n'est plus ». Les radios interrompent leur programme pour annoncer la disparition du comédien. Les chaînes de télévision diffusent des hommages spontanés, des extraits de ses films les plus emblématiques, La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, La Folie des Grandeurs, Oscar, Le Cornio, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Soupe aux choux. Chaque passage provoque une avalanche d'émotions. Ce qui frappe, c'est la réaction du public. Les Français, qu'ils aient dit 40 ou 80 ans, ressentent cette perte de manière profondément personnelle. On raconte que, partout dans le pays, les gens pleurent devant leur télévision. Des familles entières regardent en silence ces films. Comme un dernier adieu, les salles de cinéma organisent spontanément des projections en hommage. Dans certains villages, on diffuse ces films sur les places publiques. La France entière se plonge dans une forme de deuil collectif rarement vu pour un acteur comique. Ce deuil s'explique non seulement par son génie artistique, mais aussi par sa personnalité profondément humaine. Louis de Funès n'était pas un homme de scandale ni un provocateur. Il était discret, fidèle, généreux, anxieux et perfectionniste. Il travaillait d'arrache-pied, répétait des heures durant, exigeait toujours plus de lui-même. Ses partenaires de jeu se rappellent que d'un homme timide en dehors des plateaux, presque introverti, qui se transformait complètement dès que la caméra s'allumait. Il possédait une palette émotionnelle unique, capable de mêler burlesque, rythme frénétique et comique de caractère. Il n'avait pas besoin de dialogue. Une seule expression de son visage suffisait à déclencher le rire. Ces dernières heures révèlent aussi quelque chose de profondément touchant. Louis de Funès, derrière le masque de l'acteur comique, était un homme fatigué, conscient de sa fragilité, mais aussi résigné, serein d'une certaine manière. Il savait que son corps le lâchait, il savait qu'il ne serait plus jamais capable d'interpréter un rôle aussi énergique que celui de Rabbi Jacob ou du chef d'orchestre Stanislas Lefort. Pourtant, jusqu'au bout, il avait espéré continuer à jouer. Cette volonté, presque enfantine, montre à quel point le cinéma n'était pas seulement un métier, c'était sa vie. Après sa mort, le château de Clermont devient un lieu de recueillement, des centaines de personnes viennent déposer des fleurs. Certains écrivent des lettres, d'autres allument des bougies. La tombe de l'acteur, située dans le petit cimetière du Cellier, devient un lieu de pèlerinage discret, mais permanent. De cette histoire tragique se termine donc sur une vérité simple mais universelle. Louis de Funès, l'homme qui faisait rire la France entière, est mort dans le silence et la dignité, laissant derrière lui un vide impossible à combler. Son décès marque la fin d'une époque, celle du comique visuel, instinctif, physique, incarné par une personnalité aussi géniale qu'inimitable. Lorsque la nouvelle de la mort de Louis de Funès se répand à travers la France au matin du 28 janvier 1983, l'onde de choc dépasse rapidement les frontières du pays. Ce n'est plus simplement la disparition d'un acteur populaire, mais la fin d'un véritable phénomène culturel. Dès l'aube, les lignes téléphoniques des rédactions s'emballent. Journalistes, critiques, animateurs de radio, réalisateurs, acteurs, tous expriment une stupéfaction unanime. Même ceux qui ne l'ont jamais rencontré se sentent concernés, tant il avait habité la vie quotidienne de millions de familles. La Radio France, Inter, ouvre son journal de 7 heures par ces mots simples. Louis de Funès s'est éteint cette nuit. Un silence inhabituel suit l'annonce. Un silence qui en dit long sur l'importance du comédien dans l'imaginaire collectif. À la télévision, les premières images d'archives apparaissent, des extraits d'interviews, des séquences cultes, des hommages improvisés, le visage fripé, les sourcils arqués, les mimiques légendaires reviennent à l'écran comme pour rappeler que, derrière la tristesse du moment, une carrière immense mérite d'être célébrée. Les rues, les cafés, les foyers, une France figée. Dans les cafés, les conversations tournent toutes autour de la même phrase « Tu as entendu ? De Funès est mort ». Les gens se montrent surpris par la profondeur de leur propre tristesse. Habituellement, la disparition d'une célébrité provoque une réaction brève, un pincement au cœur. Mais ici, quelque chose de plus intime se produit. Louis de Funès appartenait à toutes les générations. Les grands-parents l'avaient découvert dans les années 1950, les parents l'avaient vu atteindre la célébrité dans les années 1960, et les enfants des années 1970 avaient grandi avec La Soupe aux choux, L'aile ou La cuisse ou les films du gendarme.
Dans les foyers, la télévision tourne en boucle. Les familles se rassemblent devant les hommages diffusés au JT de 13h, de 20h. Les images montrent un homme dans la vie privée bien différent du personnage hyperactif qu'il incarnait à l'écran. On le voit marcher calmement dans son jardin, ses ruches, en arrière-plan, ou sourire timidement lors d'une cérémonie. Ces images, soudain, prennent une dimension presque testamentaire. Des centaines de personnes se rendent au château de Clermont. Des fleurs, des lettres, des dessins d'enfants s'accumulent devant la grille. Chacun veut exprimer sa gratitude, chacun veut dire à cet homme disparu « Merci pour tout ». Les médias internationaux, la disparition d'un génie du comique visuel. L'émotion ne se limite pas à la France. En Espagne, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en URSS, au Japon, au Brésil. Les médias consacrent leur première page aux comédiens. Louis de Funès était peut-être moins médiatisé que certaines de stars hollywoodiennes, mais son pouvoir comique était universel. Les journaux étrangers soulignent son style unique, son rythme frénétique, ses expressions faciales hors normes, sa capacité à transformer la moindre situation banale en scène mémorable, son mélange rare de tendresse et de folie furieuse, sa maîtrise du comique de répétition et de la montée en tension. En Allemagne de l'Est comme de l'Ouest, ses films étaient diffusés régulièrement. Parfois doublés, parfois sous-titrés, les Berlinois racontent encore que, pendant la guerre froide, les films de Louis de Funès constituaient l'un des rares moments où tout le monde riait ensemble, malgré les divisions politiques. En URSS, il était l'un des acteurs français les plus populaires. Les distributeurs soviétiques avaient compris que son humour, très visuel, traversait les barrières linguistiques. Après sa mort, la télévision soviétique diffuse Oscar et Rabbi Jacob à plusieurs reprises, transformant chaque diffusion en hommage collectif Hollywood. Un respect discret mais sincère. Aux États-Unis, l'annonce choque moins le grand public, car les films de Funès y étaient moins connus. Mais les professionnels du cinéma, eux, comprennent immédiatement l'importance de cette disparition. De nombreux acteurs et réalisateurs américains, dont certains comiques célèbres, soulignent l'extraordinaire précision du jeu de l'acteur français. Un comédien hollywoodien compare même de Funès à Charlie Chaplin, affirmant que tous deux avaient le même don rare, celui d'incarner le chaos avec élégance. Du côté des réalisateurs français, l'émotion est immense. Gérard Houry, son complice sur le Cornio, La Grande Vadrouille et La Folie des Grandeurs, déclare avec une voix brisée « Je viens de perdre l'acteur le plus génial que j'ai jamais dirigé ». Il ajoute que Louis avait une intuition infaillible pour le rythme comique, une capacité à improviser sans jamais trahir les intentions du réalisateur. Ils avaient une relation faite d'admiration mutuelle, parfois de tension, mais toujours de respect. Claude Zidi, qui avait dirigé L'aile ou la cuisse, raconte qu'il avait rarement vu un acteur aussi perfectionniste. De Funès répétait des dizaines de fois une scène, parfois jusqu'à l'épuisement, pour obtenir le geste, le regard ou la mimique parfaite. Il considérait que le rire était quelque chose de sacré. Un art exigeant, une science presque mathématique. Mais les réactions les plus bouleversantes viennent du public. Certaines personnes écrivent qu'elles ont l'impression d'avoir perdu un oncle, un ami, un membre de la famille. Une femme âgée témoigne « J'ai ri avec lui pendant 40 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une partie de moi s'en va avec lui. » Des instituteurs racontent qu'ils ont dû expliquer à leurs élèves de pourquoi les adultes avaient les yeux rouges. Dans les écoles, les enfants dessinent des caricatures de Louis de Funès, souvent avec son visage déformé par la colère ou la panique. Ces expressions qui avaient conquis la planète entière. Des cinémas organisent des soirées spéciales. Les affiches portent la mention « Hommage à Louis de Funès ». Les salles sont combles. Certains spectateurs rient encore, d'autres pleurent, parfois les deux en même temps. Même les hommes politiques, réputés austères, rendent hommage aux comédiens. Le président François Mitterrand adresse un message officiel à la famille dans lequel il écrit « Louis de Funès a apporté à des millions de Français une joie inoubliable, son œuvre survivra à travers les générations ». Des députés s'expriment à l'Assemblée nationale, certains évoquent des souvenirs personnels, d'autres reconnaissent l'impact culturel qu'il a eu sur la société française. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la mort d'un acteur comique provoque une émotion nationale comparable à celle d'un chef d'État. Au Cellier, la commune où se trouve le château de Clermont, la population est bouleversée. Le maire organise un registre de condoléances à la mairie. En quelques jours, des centaines de messages s'y accumulent. Les habitants racontent un homme discret, poli, profondément attaché à sa région. Il saluait les passants, discutait avec les commerçants, se montrait toujours humble malgré sa célébrité colossale. Les gendarmes, quant à eux, doivent réguler la circulation autour du château, tant les visiteurs affluent. Certains font plusieurs centaines de kilomètres simplement pour déposer une fleur ou une lettre. On lit, sur l'un des nombreux messages laissés au portail, « Merci pour les rires. Vous avez soigné plus de tristesse que n'importe quel médecin. » Les jours suivant sa mort marquent une transformation progressive.
Louis de Funès n'est plus simplement un acteur, il devient un symbole, un mythe, une figure intemporelle du patrimoine culturel français. Ses films sont rediffusés partout. Les livres consacrés à sa carrière sont réimprimés, les photos de tournage, jusque-là peu connues, sont publiées dans les magazines. Les plus jeunes découvrent ces films pour la première fois. Les plus âgés les redécouvrent avec une émotion nouvelle. L'homme disparaît mais le personnage survit, encore plus puissant qu'auparavant. Ce phénomène de mythification correspond à un mécanisme déjà observé dans d'autres cas. Lorsque des artistes capables de toucher profondément le public disparaissent, ils entrent dans une dimension quasi sacrée, leur œuvre devient un refuge, un héritage. Et dans le cas de Louis de Funès, cet héritage est colossal. Lorsque Louis de Funès s'éteint dans la nuit du 27 janvier 1983, il laisse derrière lui non seulement une œuvre artistique immense, mais aussi un patrimoine considérable, fruit d'une carrière exceptionnelle et d'une gestion financière prudente. Contrairement à de nombreux artistes dont la fortune disparaît dans des dépenses extravagantes, de Funès avait fait preuve d'une remarquable discipline économique. Sa valeur nette, souvent discutée, suscite aujourd'hui encore curiosité, débat et fascination. Pour comprendre ce qu'il laisse réellement, il faut retracer l'ensemble de ses actifs, ses sources de revenus, sa vie matérielle, ainsi que les décisions financières prises durant ces dernières décennies. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Louis de Funès n'a pas toujours roulé sur l'or. Sa célébrité fulgurante des années 1960 masque une réalité moins confortable. Durant plus de 20 ans, il enchaîne des rôles secondaires, souvent non rémunérés à la hauteur de son talent. Sa vie d'artiste est longtemps marquée par l'instabilité et les difficultés. Ce n'est qu'à partir de 1964, grâce à Le Cornio puis La Grande Vadrouille, que les choses changent radicalement. Les films cartonnent au box-office, pulvérisent les records en France et en Europe, et placent enfin Louis de Funès parmi les acteurs les mieux payés du continent. À cette époque, il gagne parfois plus que Bourvil ou Jean Gabin, pourtant considérés comme les grands du cinéma français. Les années 1970 confirment son statut de star. Ses films attirent régulièrement des millions de spectateurs. Il touche alors des cachets estimés entre 1 million et 2 millions de francs par film, équivalent aujourd'hui à 500 000 à 1 million d'euros selon l'inflation. Le bien le plus emblématique de la fortune de Louis de Funès reste évidemment le château de Clermont, situé au Cellier, en Loire-Atlantique. Le prix d'achat et les travaux, acquis en 1967, le château représente un investissement colossal pour l'époque. Le prix exact n'a jamais été officiellement révélé, mais les estimations avancent une somme avoisinant 1 million de francs, environ 1,5 à 2 millions d'euros actuels. Il consacre ensuite plusieurs centaines de milliers de francs à la rénovation, car le bâtiment, classé monument historique, nécessite une restauration complète. Louis de Funès a toujours considéré ce château comme son refuge. Il y trouvait la paix qu'il ne trouvait pas dans la célébrité. Il y entretenait un immense potager, cultivait ses roses et s'occupait de ses abeilles. Cet attachement sentimental en fait plus qu'un simple investissement. C'est la pièce maîtresse de son héritage, une valeur patrimoine qui explose après sa mort. Aujourd'hui, ce château est considéré comme une propriété culturelle unique. Sa valeur est estimée à plusieurs millions d'euros, entre 3 et 5 millions selon les experts, en raison de sa dimension historique, de son association à l'acteur, de sa configuration exceptionnelle, parc de plusieurs hectares, de son architecture, renaissance remarquable. Louis de Funès n'était pas un homme extravagant. Contrairement à certains artistes dépensiers, il gérait son argent avec une prudence presque bourgeoise. Parmi ses habitudes financières, un rapport prudent à l'argent, il refusait les dépenses inutiles, se méfiait du luxe ostentatoire et privilégiait les placements sûrs. Immobilier, compte bancaire solide, titres sécurisés. Des collections modestes mais précieuses. Il possédait une petite collection de peintures, quelques objets d'art, mais rien de comparable à l'opulence d'autres célébrités. Une passion pour l'agriculture. Son potager, ses vergers, ses abeilles ne lui rapportaient rien financièrement, mais faisaient partie d'une vie simple, presque ascétique, contrastant avec la grandeur de son château. Une vie personnelle sans excès. Pas de voiture de luxe ostentatoire, pas de yacht, pas de dépenses absurdes. Louis vivait simplement, lisait beaucoup, travaillait énormément. Les estimations varient légèrement selon les sources, mais les spécialistes s'accordent sur une fourchette raisonnable. Valeur nette estimée en 1983, entre 50 et 81 millions de francs, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 10 à 15 millions d'euros.
Cette estimation inclut le château de Clermont, pièce majeure, plusieurs propriétés secondaires, non médiatisées, les droits d'auteur et droits d'image, les revenus issus des diffusions télévisées, les placements financiers, les liquidités et comptes bancaires. L'une des particularités de la fortune de Funès réside dans la pérennité de ses œuvres. Grâce aux rediffusions incessantes de ses films, à la vente de coffrets DVD puis aux plateformes numériques, ses héritiers continuent de percevoir des revenus importants. À sa mort, son héritage est partagé conformément à la loi française. Sa femme, Jeanne de Funès, reste l'héritière principale, suivie de leurs 2 fils. Patrick de Funès, médecin radiologue, Olivier de Funès, ancien acteur, puis pilote de ligne chez Air France. Le rôle de Jeanne dans la préservation du patrimoine Jeanne a joué un rôle central après la mort de Louis. Elle a protégé le château, elle a veillé à ce que les archives cinématographiques soient correctement conservées. Elle a participé à plusieurs ouvrages dédiés à la mémoire de son mari, elle a refusé certaines offres commerciales jugées indignes. Elle décède en 2015, laissant les 2 fils comme responsables directs du patrimoine familial. La mort de Louis de Funès n'a pas diminué la valeur de sa carrière. Au contraire, elle l'a multipliée. Chaque année, les chaînes françaises rediffusent ses films, en particulier La Grande Vadrouille, Le Cornio, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Soupe aux choux, L'aile ou la cuisse, Les Gendarmes. Ces rediffusions génèrent des droits d'auteur qui continuent d'alimenter la succession. Certains experts affirment que l'ensemble des revenus posthumes pourrait atteindre plusieurs millions d'euros par décennie. Au-delà de la valeur comptable, Louis de Funès laisse un patrimoine immatériel colossal. Il incarne la France populaire, l'humour visuel, physique, intemporel, une époque où le cinéma rassemblait les familles, un modèle de travail acharné et de perfectionnisme absolu. Son œuvre continue de toucher les jeunes générations, preuve que son art ne vieillit pas. Ce type d'héritage est impossible à quantifier. Il dépasse les chiffres, transcende les frontières et les époques. Aujourd'hui encore, il reste l'un des acteurs les plus aimés de l'histoire du cinéma français. Son visage, son rire, ses colères mythiques sont gravés dans la mémoire collective. On dit parfois que la valeur d'un artiste se mesure à l'empreinte qu'il laisse. Dans le cas de Louis de Funès, cette empreinte est gigantesque. Louis de Funès meurt discrètement, comme un homme simple, mais laisse derrière lui un héritage qui appartient désormais à tous. Sa fortune matérielle, importante mais raisonnable, n'est rien comparée à la richesse émotionnelle et culturelle qu'il lègue au monde. Il restera celui qui a transformé l'humour français, celui qui a fait rire des millions de personnes, celui dont les films unissent encore aujourd'hui les familles. Autour de la télévision, Louis de Funès n'était pas seulement riche en argent. Il était riche d'un trésor que nul ne peut mesurer, le rire offert au monde entier. Il est difficile de conclure une histoire comme celle de Louis de Funès, tant son œuvre, sa vie, sa personnalité semblent surpasser les mots. Lorsqu'un artiste disparaît, on se contente souvent de rappeler ses succès, ses récompenses, ses films. Mais pour Louis de Funès, cela ne suffit pas parce qu'au-delà du comédien exceptionnel, du maître absolu du rythme comique, du génie des mimiques et des explosions d'humeur, il y avait un homme profondément humain, discret, perfectionniste et incroyablement sensible. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après son départ, son empreinte continue d'imprégner le paysage culturel français. Ses films remplissent les salles lors des rétrospectives. Ses interviews sont devenues des archives précieuses, et ses personnages continuent de vivre dans l'imaginaire collectif. Rien, ni le temps, ni l'évolution du cinéma, ni les nouveaux modes de consommation des œuvres n'ont réussi à effacer son influence. Tout simplement parce que son humour touche à quelque chose d'universel. La fragilité humaine, la maladresse assumée, l'excès, la tendresse camouflée, le chaos joyeux. Louis de Funès avait cette capacité rare de parler à chacun, quelle que soit sa génération. Pour les anciens, il est un souvenir d'enfance, un parfum de cinéma des années 60 et 70, un éclat de rire partagé avec ses parents ou ses grands-parents. Pour les plus jeunes, il est une découverte étonnante. Un acteur qui n'utilise ni effets spéciaux, ni violence gratuite, ni cynisme, mais qui parvient pourtant à faire éclater de rire avec un simple regard outré, un geste brusque, une course effrénée. Sa comédie était physique mais aussi profondément psychologique. Il incarnait nos frustrations, nos colères muettes, nos maladresses et les transformait en énergie burlesque. Dans les dernières années de sa vie, affaibli par la maladie, il n'a jamais cessé de penser au public. Il voulait revenir, encore jouer, encore offrir un dernier film. Il ne concevait pas la vie sans le rire qu'il offrait. Cette générosité artistique constitue la clé de son éternité. Car si son cœur l'a trahi ce soir de janvier 1983, son art, lui, n'a jamais cessé de battre. Il se transmet aujourd'hui de génération en génération,
portés par les diffusions télévisées, les plateformes de streaming, les hommages publics, les cinémathèques et même par les écoles de théâtre qui analysent son style comme un modèle d'expressivité. Son héritage ne se limite pas à ses films. Il repose aussi dans les millions de moments partagés, les dimanches pluvieux devant La Grande Vadrouille, les soirées familiales où l'on éclate de rire devant Rabbi Jacob, les fous rires incontrôlables pendant le corneau, les répliques que tout le monde connaît par cœur. Cet artiste qui dans la vie parlait doucement et se montrait timide, a su créer un lien plus fort que bien des discours, un lien d'émotion pure. Aujourd'hui, son château de Clermont demeure un symbole de cette vie simple et sincère qui contrastait avec la frénésie de sa carrière. Ses enfants et ses petits-enfants continuent de préserver sa mémoire, non pas comme un monument figé, mais comme une présence vivante, humble, fidèle à ce qu'il était vraiment. Les visiteurs y viennent chercher un peu de l'âme de l'acteur, un écho de sa pudeur, une trace de sa discrète grandeur. La valeur de son héritage matériel, pourtant importante, est insignifiante en comparaison de la richesse spirituelle qu'il a laissée. Il a offert à la France un trésor que l'on ne peut ni acheter ni vendre, la capacité de se retrouver, de rire ensemble, de guérir pour un instant les blessures du quotidien. Peu d'artistes peuvent s'en vanter. Peu d'hommes peuvent prétendre avoir accompagné autant de vies, autant de générations, autant de moments de bonheur. Alors oui, Louis de Funès est parti. Mais dans chaque éclat de rire qu'il provoque encore, il continue d'exister. Dans chaque soirée où une famille se réunit autour d'un de ses films, il est présent. Dans chaque jeune acteur qui s'inspire de son énergie ou de sa sincérité, il revit. Son cœur, arrêté un soir d'hiver, bat désormais à travers nous tous. Et peut-être est-ce cela, la véritable définition de l'éternité, rester vivant dans le rire des autres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé des souvenirs précieux ou simplement donné envie de replonger dans l'univers extraordinaire de Louis de Funès, alors nous vous invitons à aller un peu plus loin avec nous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter des récits rares, à explorer la vie intime des artistes qui ont marqué notre culture et à transmettre leur héritage à toutes les générations. Chaque abonnement nous donne la force de poursuivre ce travail d'investigation, de narration et de mémoire. Activez la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles publications. Nos prochaines vidéos vous emmèneront dans les coulisses du cinéma, dans les secrets des grandes affaires culturelles et dans des portraits inédits d'artistes inoubliables. Partagez cette vidéo ou cet article avec vos proches, vos amis, votre famille. Le rire de Louis de Funès a uni des millions de personnes. Partagez-le à votre tour, faites-le voyager, transmettez cette flamme. Ensemble, nous pouvons continuer à faire vivre la beauté de son œuvre. Laissez un commentaire pour nous dire ce que représente Louis de Funès pour vous. Chaque souvenir compté enrichit l'histoire collective, chaque témoignage prolonge sa présence parmi nous. Merci du fond du cœur d'avoir lu jusqu'ici, merci de faire partie de cette communauté passionnée qui refuse d'oublier. Merci de garder vivante la mémoire d'un homme qui a illuminé nos vies et surtout, à très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle émotion, une nouvelle légende. Restez avec nous, le voyage ne fait que commencer.